je rejoignis André, recommençai à lui faire des éloges d'Albertine. Il me semblait impossible qu'elle ne les lui répétât pas, étant donné l'insistance que j'y mis. Et pourtant je n'ai jamais appris qu'Albertine les eût sus. André avait pourtant bien plus qu'elle l'intelligence des choses du cœur, le raffinement dans la gentillesse, trouver le regard, le mot, l'action, qui pouvait le plus ingénieusement faire plaisir, taire une réflexion qui risquait de peiner, faire le sacrifice, et en ayant l'air que ce ne fut pas un sacrifice, d'une heure de jeu, voire d'une matinée, d'une garden party, pour rester auprès d'un ami ou d'une amie triste et lui montrer ainsi qu'elle préférait sa simple société à des plaisirs frivoles. Telles étaient ses délicatesses coutumières. Mais quand on la connaissait un peu plus, on aurait dit qu'il en était d'elle comme de ces héroïques poltrons qui ne veulent pas avoir peur et de qui la bravoure est particulièrement méritoire. On aurait dit qu'au fond de sa nature, il n'y avait rien de cette bonté qu'elle manifestait à tout moment par distinction morale, par sensibilité, par noble volonté de se montrer bonne amie. À écouter les charmantes choses qu'elle me disait d'une affection possible entre Albertine et moi, il semblait qu'elle eût dû travailler de toutes ses forces à la réaliser. Or, par hasard, peut-être, du moindre des riens dont elle avait la disposition et qui eussent pu m'unir à Albertine, elle ne fit jamais usage. Et je ne jurerais pas que mon effort pour être aimé d'Albertine n'ait, sinon provoqué de la part de son ami des manèges secrets destinés à le contrarier, mais éveillé en elle une colère, bien cachée d'ailleurs, et contre laquelle, par délicatesse, elle luttait peut-être elle-même. De 1000 raffinements de bonté qu'avait André, Albertine eût été incapable, et cependant, je n'étais pas certain de la bonté profonde de la première, comme je le fus plus tard de celle de la seconde. Se montrant toujours tendrement indulgente à l'exubérante frivolité d'Albertine, André avait avec elle des paroles, des sourires, qui étaient d'une amie. Bien plus, elle agissait en amie. Je l'ai vue, jour par jour, pour faire profiter de son luxe, pour rendre heureuse cette amie pauvre, prendre, sans y avoir aucun intérêt, plus de peine qu'un courtisan qui veut capter la faveur du souverain. Elle était charmante de douceur, de mots tristes et délicieux quand on plaignait devant elle la pauvreté d'Albertine, et se donnait 1000 fois plus de peine pour elle qu'elle n'eût fait pour une amie riche. Mais si quelqu'un avançait qu'Albertine n'était peut-être pas aussi pauvre qu'on disait, un nuage à peine discernable voilait le front et les yeux d'André. Elle semblait de mauvaise humeur. Et si on allait jusqu'à dire qu'après tout, elle serait peut-être moins difficile à marier qu'on pensait, elle vous contredisait avec force, et répétait presque rageusement « Hélas, si, elle sera imariable, je le sais bien, cela me fait assez de peine. » Même, en ce qui me concernait, elle était la seule de ces jeunes filles qui jamais ne m'eût répété quelque chose de peu agréable qu'on avait pu dire de moi. Bien plus, si c'était moi-même qui le racontais, elle faisait semblant de ne pas le croire, ou en donnait une explication qui rendit le propos inoffensif. C'est l'ensemble de ces qualités qui s'appelle le tact. Il est l'apanage des gens qui, si nous allons sur le terrain, nous félicitent et ajoutent qu'il n'y avait pas lieu de le faire, pour augmenter encore à nos yeux le courage dont nous avons fait preuve sans y avoir été contraints. Ils sont l'opposé des gens qui, dans la même circonstance, disent
Cela a dû bien vous ennuyer de vous battre, mais d'un autre côté, vous ne pouviez pas avaler un tel affront, vous ne pouviez faire autrement. Mais comme en tout il y a du pour et du contre, si le plaisir, ou du moins l'indifférence de nos amis à nous répéter quelque chose d'offensant qu'on a dit sur nous, prouve qu'ils ne se mettent guère dans notre peau au moment où ils nous parlent et y enfoncent l'épingle et le couteau comme dans de la baudruche, l'art de nous cacher toujours ce qui peut nous être désagréable dans ce qu'ils ont entendu dire de nos actions ou dans l'opinion qu'elles leur ont à eux-mêmes inspirée, peut prouver chez l'autre catégorie d'amis, chez les amis pleins de tact, une forte dose de dissimulation. Elle est sans inconvénient, si, en effet, ils ne peuvent penser du mal, et si celui qu'on dit les fait seulement souffrir comme il nous ferait souffrir nous-mêmes. Je pensais que tel était le cas pour André, sans en être cependant absolument sûr. Nous étions sortis du petit bois, et avions suivi un lacis de chemin assez peu fréquenté où André se retrouvait fort bien. « Tenez, me dit-elle tout à coup, voici vos fameux creuniers. Et encore, vous avez de la chance, juste par le temps, dans la lumière où Elstir les a peints. » Mais j'étais encore trop triste d'être tombée pendant le jeu du furet d'un tel faîte d'espérance. Aussi ne fût-ce pas avec le plaisir que j'aurais sans doute éprouvé, que je pus distinguer tout d'un coup à mes pieds, tapis entre les roches où elles se protégeaient contre la chaleur, les déesses marines qu'Elstir avait guettées et surprises, sous un sombre glacis aussi beau qu'eût été celui d'un léonard. Les merveilleuses ombres abritées et furtives, agiles et silencieuses, prêtes au premier remous de lumière à se glisser sous la pierre, à se cacher dans un trou, et promptes, la menace du rayon passé, à revenir auprès de la roche ou de l'algue, sous le soleil émietteur des falaises et de l'océan décoloré dont elles semblent veiller l'assoupissement, gardiennes immobiles et légères, laissant paraître à fleur d'eau leur corps gluant et le regard attentif de leurs yeux foncés. Nous allâmes retrouver les autres jeunes filles pour rentrer. Je savais maintenant que j'aimais Albertine, mais, hélas, je ne me souciais pas de le lui apprendre. C'est que, depuis le temps des Jeux aux Champs-Élysées, ma conception de l'amour était devenue différente, si les êtres auxquels s'attachait successivement mon amour demeurait presque identique. D'une part, l'aveu, la déclaration de ma tendresse à celle que j'aimais ne me semblait plus une des scènes capitales et nécessaires de l'amour, ni celui-ci une réalité extérieure, mais seulement un plaisir subjectif. Et ce plaisir, je sentais qu'Albertine ferait d'autant plus ce qu'il fallait pour l'entretenir qu'elle ignorerait que je l'éprouvais. Pendant tout ce retour, l'image d'Albertine noyée dans la lumière qui émanait des autres jeunes filles ne fut pas seule à exister pour moi. Mais comme la lune, qui n'est qu'un petit nuage blanc d'une forme plus caractérisée et plus fixe pendant le jour, prend toute sa puissance dès que celui-ci s'est éteint. Ainsi, quand je fus rentré à l'hôtel, ce fut la seule image d'Albertine qui s'éleva dans mon cœur et se mit à briller. Ma chambre me semblait tout d'un coup nouvelle. Certes, il y avait bien longtemps qu'elle n'était plus la chambre ennemie du premier soir. Nous modifions inlassablement notre demeure autour de nous, et au fur et à mesure que l'habitude nous dispense de sentir, nous supprimons les éléments nocifs de couleur, de dimension et d'odeur qui objectivaient notre malaise. Ce n'était plus davantage la chambre, assez puissante encore sur ma sensibilité, non certes pour me faire souffrir, mais pour me donner de la joie.
la cuve des beaux jours, semblable à une piscine à mi-hauteur de laquelle il faisait miroiter un azur mouillé de lumière, que recouvrait un moment impalpable et blanche, comme une émanation de la chaleur, une voile reflétée et fuyante, ni la chambre purement esthétique des soirs picturaux. C'était la chambre où j'étais depuis tant de jours que je ne la voyais plus. Or voici que je venais de recommencer à ouvrir les yeux sur elle. Mais cette fois-ci, de ce point de vue égoïste, qui est celui de l'amour. Je songeais que la belle glace oblique, les élégantes bibliothèques vitrées donneraient à Albertine, si elle venait me voir, une bonne idée de moi. À la place d'un lieu de transition où je passais un instant avant de m'évader vers la plage ou vers Rivebelle, ma chambre me redevenait réelle et chère, se renouvelait, car j'en regardais et en appréciais chaque meuble avec les yeux d'Albertine. Quelques jours après la partie de Furet, comme nous étant laissés entraîner trop loin dans une promenade, nous avions été fort heureux de trouver à Menneville 2 petits tonneaux à 2 places qui nous permettraient de revenir pour l'heure du dîner. La vivacité déjà grande de mon amour pour Albertine eut pour effet que ce fut successivement à Rosemonde et à André que je proposai de monter avec moi, et pas une fois à Albertine. Ensuite que, tout en invitant de préférence André ou Rosemonde, j'amenai tout le monde, par des considérations secondaires d'heures, de chemins et de manteaux, à décider comme contre mon gré que le plus pratique était que je prisse avec moi Albertine, à la compagnie de laquelle je feignis de me résigner tant bien que mal. Malheureusement, l'amour tendant à l'assimilation complète d'un être, comme aucun n'est comestible par la seule conversation, Albertine eut beau être aussi gentille que possible pendant ce retour. Quand je l'eus déposée chez elle, elle me laissa heureux, mais plus affamé d'elle encore que je n'étais au départ, et ne comptant les moments que nous venions de passer ensemble que comme un prélude, sans grande importance par lui-même, à ceux qui suivraient. Il avait pourtant ce premier charme qu'on ne retrouve pas. Je n'avais encore rien demandé à Albertine. Elle pouvait imaginer ce que je désirais, mais n'en étant pas sûre, supposer que je ne tendais qu'à des relations sans but précis, auxquelles mon ami devait trouver ce vague, délicieux, riche de surprises attendues, qui est le romanesque. Dans la semaine qui suivit, je ne cherchai guère à voir Albertine. Je faisais semblant de préférer André. L'amour commence. On voudrait rester pour celle qu'on aime, l'inconnue qu'elle peut aimer, mais on a besoin d'elle. On a besoin de toucher moins son corps que son attention, son cœur. On glisse dans une lettre une méchanceté qui forcera l'indifférente à vous demander une gentillesse. Et l'amour, suivant une technique infaillible, resserre pour nous d'un mouvement alterné l'engrenage dans lequel on ne peut plus ni ne pas aimer, ni être aimé. Je donnais à André les heures où les autres allaient à quelque matinée que je savais qu'André me sacrifierait par plaisir, et qu'elle m'eût sacrifié même avec ennui, par élégance morale, pour ne pas donner aux autres ni à elle-même l'idée qu'elle attachait du prix à un plaisir relativement mondain. Je m'arrangeais ainsi à la voir chaque soir, tout à moi, pensant non pas à rendre Albertine jalouse, mais à croître à ses yeux mon prestige, ou du moins ne pas le perdre, en apprenant à Albertine que c'était elle et non André que j'aimais. Je ne le disais pas non plus à André, de peur qu'elle le lui répétât. Quand je parlais d'Albertine avec André, j'affectais une froideur,
dont André fut peut-être moins dupe que moi de sa crédulité apparente. Elle faisait semblant de croire à mon indifférence pour Albertine, de désirer l'union la plus complète possible entre Albertine et moi. Il est probable qu'au contraire, elle ne croyait pas à la première, ni ne souhaitait la seconde. Pendant que je lui disais me soucier assez peu de son ami, je ne pensais qu'à une chose, tâcher d'entrer en relation avec madame Bontemps, qui était pour quelques jours près de Balbec, et chez qui Albertine devait bientôt aller passer 3 jours. Naturellement, je ne laissais pas voir ce désir à André, et quand je lui parlais de la famille d'Albertine, c'était de l'air le plus inattentif. Les réponses explicites d'André ne paraissaient pas mettre en doute ma sincérité. Pourquoi, donc, lui échappa-t-il un de ces jours-là de me dire « J'ai justement vu la tante à Albertine ». Certes, elle ne m'avait pas dit « J'ai bien démêlé sous vos paroles, jetées comme par hasard, que vous ne pensiez qu'à vous lier avec la tante d'Albertine ». Mais c'est bien à la présence, dans l'esprit d'André, d'une telle idée qu'elle trouvait plus poli de me cacher, que semblait se rattacher le mot « justement ». Il était de la famille de certains regards, de certains gestes, qui, bien que n'ayant pas une forme logique, rationnelle, directement élaborée pour l'intelligence de celui qui écoute, lui parviennent cependant avec leur signification véritable. De même que la parole humaine, changée en électricité dans le téléphone, se refait parole pour être entendue. Afin d'effacer de l'esprit d'André l'idée que je m'intéressais à madame Bontemps, je ne parlais plus d'elle avec distraction seulement, mais avec bienveillance. Je dis avoir rencontré autrefois cette espèce de folle, et que j'espérais bien que cela ne m'arriverait plus. Or je cherchais, au contraire, de toute façon, à la rencontrer. Je tâchai d'obtenir d'Elstir, mais sans dire à personne que je l'en avais sollicité, qu'il lui parlât de moi et me réunit avec elle. Il me promit de me la faire connaître, s'étonnant toutefois que je le souhaitasse, car il la jugeait une femme méprisable, intrigante et aussi inintéressante qu'intéressée. Pensant que, si je voyais madame Bontemps, André le saurait tôt ou tard, je crus qu'il valait mieux l'avertir. Les choses qu'on cherche le plus à fuir sont celles qu'on arrive à ne pouvoir éviter, lui dis-je. Rien au monde ne peut m'ennuyer autant que de retrouver madame Bontemps, et pourtant je n'y échapperai pas. Elstir doit m'inviter avec elle. Je n'en ai jamais douté un seul instant, s'écria André d'un ton amer, pendant que son regard grandi et altéré par le mécontentement se rattachait à je ne sais quoi d'invisible. Ces paroles d'André ne constituaient pas l'exposé le plus ordonné d'une pensée qui peut se résumer ainsi. Je sais bien que vous aimez Albertine et que vous faites des pieds et des mains pour vous rapprocher de sa famille. Mais elles étaient les débris informes et reconstituables de cette pensée que j'avais fait exploser en la heurtant, malgré André. De même que le « justement », ces paroles n'avaient de signification qu'au second degré. C'est-à-dire qu'elles étaient celles qui, et non pas les affirmations directes, nous inspirent de l'estime ou de la méfiance à l'égard de quelqu'un, nous brouillent avec lui. Puisqu'André ne m'avait pas cru quand je lui disais que la famille d'Albertine m'était indifférente, c'est qu'elle pensait que j'aimais Albertine, et probablement n'en était-elle pas heureuse. Elle était généralement entière dans mes rendez-vous avec son amie. Cependant, il y avait des jours où je devais voir Albertine seule, jours que j'attendais dans la fièvre, qui passaient sans rien m'apporter de décisif, sans avoir été ce jour capital dont je confiais immédiatement le rôle au jour suivant qui ne le tiendrait pas davantage. Ainsi s'écroulaient l'un après l'autre, comme des vagues,
ses sommets aussitôt remplacés par d'autres. Environ un mois après le jour où nous avions joué au furet, on me dit qu'Albertine devait partir le lendemain matin pour aller passer 48 heures chez Madame Bontemps, et qu'obligée de prendre le train de bonne heure, elle viendrait coucher la veille au Grand Hôtel, d'où, avec l'omnibus, elle pourrait, sans déranger les amis chez qui elle habitait, prendre le premier train. J'en parlais à André. « Je ne le crois pas du tout, » me répondit André d'un air mécontent. « D'ailleurs, cela ne vous avancerait à rien, car je suis bien certaine qu'Albertine ne voudra pas vous voir. Si elle vient seule à l'hôtel, ce ne serait pas protocolaire, » ajouta-t-elle, en usant d'un adjectif qu'elle aimait beaucoup depuis peu, dans le sens de « ce qui se fait ». Je vous dis cela parce que je connais les idées d'Albertine. Moi, qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse? Que vous la voyiez ou non, cela m'est bien égal. Nous fûmes rejoints par Octave, qui ne fit pas de difficulté pour dire à André le nombre de points qu'il avait fait la veille au golf, puis par Albertine, qui se promenait en manœuvrant son diabolo comme une religieuse son chapelet. Grâce à ce jeu, elle pouvait rester des heures seule, sans s'ennuyer. Aussitôt qu'elle nous eut rejoints, m'apparut la pointe mutine de son nez, que j'avais omise en pensant à elle ces derniers jours. Sous ses cheveux noirs, la verticalité de son front s'opposa, et ce n'était pas la première fois, à l'image indécise que j'en avais gardée, tandis que par sa blancheur, il mordait fortement dans mes regards. Sortant de la poussière du souvenir, Albertine se reconstruisait devant moi. Le golf donne l'habitude des plaisirs solitaires, celui que procure le diabolo l'est assurément. Pourtant, après nous avoir rejoints, Albertine continua à y jouer tout en causant avec nous, comme une dame à qui des amis sont venus faire une visite ne s'arrête pas pour cela de travailler à son crochet. « Il paraît que madame de Villeparisis, dit-elle à Octave, a fait une réclamation auprès de votre père. » Et j'entendis derrière ce mot une de ces notes qui étaient propres à Albertine. Chaque fois que je constatais que je les avais oubliées, je me rappelais en même temps avoir entreaperçu déjà derrière elle la mine décidée et française d'Albertine. J'aurais pu être aveugle et connaître aussi bien certaines de ses qualités alertes et un peu provinciales dans ces notes-là que dans la pointe de son nez. Les unes et l'autre se valaient et auraient pu se suppléer, et sa voix était comme celle que réalisera, dit-on, le phototéléphone de l'avenir. Dans le son se découpait nettement l'image visuelle. Elle n'a du reste pas écrit seulement à votre père, mais en même temps au maire de Balbec, pour qu'on ne joue plus au diabolo sur la digue. On lui a envoyé une balle dans la figure. Oui, j'ai entendu parler de cette réclamation, c'est ridicule, il n'y a déjà pas tant de distractions ici. André ne se mêla pas à la conversation, elle ne connaissait pas, non plus d'ailleurs qu'Albertine ni Octave, madame de Villeparisis. Je ne sais pas pourquoi cette dame a fait toute une histoire, dit pourtant André. La veille, madame de Cambremer a reçu une balle aussi, et elle ne s'est pas plainte. Je vais vous expliquer la différence, répondit gravement Octave, en frottant une allumette. C'est qu'à mon avis, madame de Cambremer est une femme du monde, et madame de Villeparisis est une arriviste. Est-ce que vous irez au golf cet après-midi? Et il nous quitta, ainsi qu'André. Je restai seule avec Albertine. « Voyez-vous, me dit-elle, j'arrange maintenant mes cheveux comme vous les aimez. Regardez ma mèche. Tout le monde se moque de cela, et personne ne sait pour qui je le fais. Ma tante va se moquer de moi aussi. Je ne lui dirai pas non plus la raison. » Je voyais de côté les joues d'Albertine, qui souvent paraissaient pâles, mais ainsi étaient arrosées d'un sang clair qui les illuminait,
leur donnait ce brillant qu'ont certaines matinées d'hiver où les pierres partiellement ensoleillées semblent être du granit rose et dégagent de la joie. Celle que me donnait en ce moment la vue des joues d'Albertine était aussi vive, mais conduisait à un autre désir qui n'était pas celui de la promenade, mais du baiser. Je lui demandai si les projets qu'on lui prêtait étaient vrais. « Oui, me dit-elle. Je passe cette nuit-là à votre hôtel, et même comme je suis un peu enrhumée, je me coucherai avant le dîner. Vous pourrez venir assister à mon dîner à côté de mon lit, et après nous jouerons à ce que vous voudrez. J'aurais été contente que vous veniez à la gare demain matin, mais j'ai peur que cela ne paraisse drôle. Je ne dis pas à André, qui est intelligente, mais aux autres qui y seront. Ça ferait des histoires si on le répétait à ma tante. Mais nous pourrions passer cette soirée ensemble. Cela, ma tante n'en saura rien. Je vais dire au revoir à André. Alors, à tout à l'heure, venez tôt pour que nous ayons de bonnes heures à nous, ajouta-t-elle en souriant. À ces mots, je remontai plus loin qu'au temps où j'aimais Gilberte, à ceux où l'amour me semblait une entité non pas seulement extérieure, mais réalisable. Tandis que la Gilberte que je voyais aux Champs-Élysées était une autre que celle que je retrouvais en moi dès que j'étais seule, tout d'un coup, dans l'Albertine réelle, celle que je voyais tous les jours, que je croyais pleine de préjugés bourgeois et si franche avec sa tante, venait de s'incarner l'Albertine imaginaire, celle par qui, quand je ne la connaissais pas encore, je m'étais cru furtivement regardée sur la digue, celle qui avait eu l'air de rentrer à contre-cœur, pendant qu'elle me voyait m'éloigner. J'allais dîner avec ma grand-mère. Je sentais en moi un secret qu'elle ne connaissait pas. De même pour Albertine. Demain, ses amis seraient avec elle sans savoir ce qu'il y avait de nouveau entre nous. Et quand elle embrasserait sa nièce sur le front, Madame Bontemps ignorerait que j'étais entre elles deux, dans cet arrangement de cheveux qui avait pour but, caché à tous, de me plaire à moi. À moi qui avais jusque-là tant envié Madame Bontemps, parce qu'apparentée aux mêmes personnes que sa nièce, elle avait les mêmes deuils à porter, les mêmes visites de famille à faire. Or, je me trouvais être pour Albertine plus que n'était sa tante elle-même. Auprès de sa tante, c'est à moi qu'elle penserait. Qu'allait-il se passer tout à l'heure? Je ne le savais pas trop. En tout cas, le grand hôtel, la soirée, ne me semblerait plus vide. Il contenait mon bonheur. Je sonnai le lift pour monter à la chambre qu'Albertine avait prise du côté de la vallée. Les moindres mouvements, comme m'asseoir sur la banquette de l'ascenseur, m'étaient doux, parce qu'ils étaient en relation immédiate avec mon cœur. Je ne voyais dans les cordes, à l'aide desquelles l'appareil s'élevait, dans les quelques marches qui me restaient à monter, que les rouages, que les degrés matérialisés de ma joie. Je n'avais plus que 2 ou 3 pas à faire dans le couloir avant d'arriver à cette chambre où était renfermée la substance précieuse de ce corps rose. Cette chambre qui, même s'il devait s'y dérouler des actes délicieux, garderait cette permanence, cet air d'être, pour un passant non informé, semblable à toutes les autres, qui font des choses les témoins obstinément muets, les scrupuleux confidents, les inviolables dépositaires du plaisir. Ces quelques pas du palier à la chambre d'Albertine, ces quelques pas que personne ne pouvait plus arrêter, je les fis avec délice, avec prudence, comme me plonger dans un élément nouveau, comme si, en avançant, j'avais lentement déplacé du bonheur, et en même temps, avec un sentiment inconnu,
de toute puissance, et d'entrer enfin dans un héritage qui m'eût de tout temps appartenu. Puis tout d'un coup, je pensai que j'avais tort d'avoir des doutes. Elle m'avait dit de venir quand elle serait couchée. C'était clair. Je trépignais de joie, je renversai à demi Françoise qui était sur mon chemin, je courais, les yeux étincelants, vers la chambre de mon amie. Je trouvai Albertine dans son lit. Dégageant son cou, sa chemise blanche changeait les proportions de son visage qui, congestionné par le lit ou le rhume ou le dîner, semblait plus rose. Je pensai aux couleurs que j'avais eues quelques heures auparavant à côté de moi sur la digue et desquelles j'allais enfin savoir le goût. Sa joue était traversée du haut en bas par une de ces longues tresses noires et bouclées que, pour me plaire, elle avait défaites entièrement. Elle me regardait en souriant. À côté d'elle, dans la fenêtre, la vallée était éclairée par le clair de lune. La vue du cou nu d'Albertine, de ses joues trop roses, m'avait jeté dans une telle ivresse, c'est-à-dire avait pour moi la réalité du monde non plus dans la nature, mais dans le torrent des sensations que j'avais peine à contenir, que cette vue avait rompu l'équilibre entre la vie immense, indestructible, qui roulait dans mon être, et la vie de l'univers, si chétive en comparaison. La mer que j'apercevais à côté de la vallée dans la fenêtre, les seins bombés des premières falaises de Maineville, le ciel où la lune n'était pas encore montée au zénith, tout cela semblait plus léger à porter que des plumes pour les globes de mes prunelles qu'entre mes paupières je sentais dilatés, résistants, prêts à soulever bien d'autres fardeaux, toutes les montagnes du monde sur leur surface délicate. Leur orbe ne se trouvait plus suffisamment rempli par la sphère même de l'horizon. Et tout ce que la nature eût pu m'apporter de vie m'eût semblé bien mince. Les souffles de la mer m'eussent paru bien courts pour l'immense aspiration qui soulevait ma poitrine. La mort eût dû me frapper en ce moment que cela m'eût paru indifférent, ou plutôt impossible, car la vie n'était pas hors de moi, elle était en moi. J'aurais souri de pitié si un philosophe eût émis l'idée qu'un jour, même éloigné, j'aurais à mourir, que les forces éternelles de la nature me survivraient, les forces de cette nature sous les pieds divins de qui je n'étais qu'un grain de poussière, qu'après moi il y aurait encore ces falaises arrondies et bombées, cette mer, ce clair de lune, ce ciel. Comment cela eût-il été possible? Comment le monde eût-il pu durer plus que moi, puisque je n'étais pas perdu en lui, puisque c'était lui qui était enclos en moi qu'il était bien loin de remplir, en moi où, en sentant la place d'y entasser tant d'autres trésors, je jetais dédaigneusement dans un coin ciel, mer et falaise. « Finissez, ou je sonne !» s'écria Albertine, voyant que je me jetais sur elle pour l'embrasser. Mais je me disais que ce n'était pas pour rien qu'une jeune fille fait venir un jeune homme en cachette, en s'arrangeant pour que sa tante ne le sache pas, que d'ailleurs l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. Dans l'état d'exaltation où j'étais, le visage rond d'Albertine, éclairé d'un feu intérieur comme par une veilleuse, prenait pour moi un tel relief qu'imitant la rotation d'une sphère ardente, il me semblait tourner, telles ces figures de Michel-Ange qu'emporte un immobile et vertigineux tourbillon. J'allais savoir l'odeur, le goût qu'avait ce fruit rose inconnu. J'entendis un son précipité, prolongé et criard. Albertine avait sonné de toutes ses forces. J'avais cru que l'amour que j'avais pour Albertine n'était pas fondé sur l'espoir de la possession physique. Pourtant,
quand il m'eut paru résulter de l'expérience de ce soir-là que cette possession était impossible, et qu'après n'avoir pas douté le premier jour sur la plage qu'Albertine ne fût dévergondée, puis être passée par des suppositions intermédiaires, il me sembla acquis d'une manière définitive qu'elle était absolument vertueuse. Quand, à son retour de chez sa tante, 8 jours plus tard, elle me dit avec froideur « Je vous pardonne, je regrette même de vous avoir fait de la peine, mais ne recommencez jamais », au contraire de ce qui s'était produit quand Bloch m'avait dit qu'on pouvait avoir toutes les femmes, et comme si, au lieu d'une jeune fille réelle, j'avais connu une poupée de cire. Il arriva que, peu à peu, se détacha d'elle mon désir de pénétrer dans sa vie, de la suivre dans les pays où elle avait passé son enfance, d'être initiée par elle à une vie de sport. Ma curiosité intellectuelle de ce qu'elle pensait sur tel ou tel sujet ne survécut pas à la croyance que je pourrais l'embrasser. Mes rêves l'abandonnèrent dès qu'ils cessèrent d'être alimentés par l'espoir d'une possession dont je les avais crus indépendants. Dès lors, ils se retrouvèrent libres de se reporter, selon le charme que je lui avais trouvé un certain jour, surtout selon la possibilité et les chances que j'entrevoyais d'être aimé par elle, sur tel ou tel des amis d'Albertine, et d'abord sur André. Pourtant, si Albertine n'avait pas existé, peut-être n'aurais-je pas eu le plaisir que je commençais à prendre de plus en plus les jours qui suivirent, à la gentillesse que me témoignait André. Albertine ne raconta à personne l'échec que j'avais essuyé auprès d'elle. Elle était une de ces jolies filles qui, dès leur extrême jeunesse, par leur beauté, mais surtout par un agrément, un charme qui reste assez mystérieux, et qui ont leur source peut-être dans des réserves de vitalité, ou de moins favorisées par la nature viennent se désaltérer, toujours dans leur famille, au milieu de leurs amis, dans le monde, ont plu davantage que de plus belles, de plus riches. Elle était de ces êtres à qui, avant l'âge de l'amour, et bien plus encore quand il est venu, on demande plus qu'eux ne demandent et même qu'ils ne peuvent donner. Dès son enfance, Albertine avait toujours eu en admiration devant elle 4 ou 5 petites camarades, parmi lesquelles se trouvait André, qui lui était si supérieur, et le savait. Et peut-être cette attraction qu'Albertine exerçait bien involontairement avait-elle été à l'origine, avait-elle servi à la fondation de la petite bande. Cette attraction s'exerçait même assez loin, dans les milieux relativement plus brillants, où s'il y avait une pavane à danser, on demandait Albertine, plutôt qu'une jeune fille mieux née. La conséquence était que, n'ayant pas un sou de dot, vivant assez mal d'ailleurs, à la charge de M. Bontemps qu'on disait véreux et qui souhaitait se débarrasser d'elle, elle était pourtant invitée non seulement à dîner, mais à demeure, chez des personnes qui, aux yeux de Saint-Loup, n'eussent eu aucune élégance, mais qui, pour la mère de Rosemonde ou pour la mère d'André, femme très riche mais qui ne connaissait pas ces personnes, représentaient quelque chose d'énorme. Ainsi, Albertine passait tous les ans quelques semaines dans la famille d'un régent de la Banque de France, président du conseil d'administration d'une grande compagnie de chemin de fer. La femme de ce financier recevait des personnages importants et n'avait jamais dit son jour à la mère d'André, laquelle trouvait cette dame impolie, mais n'en était pas moins prodigieusement intéressée par tout ce qui se passait chez elle. Aussi exhortait-elle tous les ans André à inviter Albertine dans leur villa, parce que, disait-elle, c'était une bonne œuvre d'offrir un séjour à la mer à une fille qui n'avait pas elle-même les moyens de voyager et dont la tante ne s'occupait guère. La mère d'André n'était probablement pas mue par l'espoir que le régent de la banque et sa femme, apprenant qu'Albertine était choyée par elle et sa fille, concevraient d'elles deux une bonne opinion.
À plus forte raison n'espérait-elle pas qu'Albertine, pourtant si bonne et adroite, saurait la faire inviter, ou tout au moins faire inviter André au garden party du financier. Mais chaque soir, à dîner, tout en prenant un air dédaigneux et indifférent, elle était enchantée d'entendre Albertine lui raconter ce qui s'était passé au château pendant qu'elle y était, les gens qui avaient été reçus et qu'elle connaissait presque tous de vue ou de nom. Même la pensée qu'elle ne les connaissait que de cette façon, c'est-à-dire qu'elle ne les connaissait pas, elle appelait cela connaître les gens de tout temps, donnait à la mère d'André une pointe de mélancolie, tandis qu'elle posait à Albertine des questions sur eux d'un air hautain et distrait du bout des lèvres, et eût pu la laisser incertaine et inquiète sur l'importance de sa propre situation, si elle ne s'était rassurée elle-même et replacée dans la réalité de la vie en disant au maître d'hôtel « Vous direz au chef que ces petits pois ne sont pas assez fondants ». Elle retrouvait alors sa sérénité. Elle était bien décidée à ce qu'André n'épousât qu'un homme d'excellente famille, naturellement, mais assez riche pour qu'elle pût, elle aussi, avoir un chef et 2 cochers. C'était cela, le positif, la vérité effective d'une situation. Mais qu'Albertine eût dîné au château du régent de la banque avec telle ou telle dame, que cette dame l'eût-même invitée pour l'hiver suivant, cela n'en donnait pas moins à la jeune fille, pour la mère d'André, une sorte de considération particulière qui s'alliait très bien à la pitié et même au mépris excité par son infortune. Mépris augmenté par le fait que M. Bontemps eût trahi son drapeau et se fût, même vaguement panamiste, disait-on, rallié au gouvernement. Ce qui n'empêchait pas, d'ailleurs, la mère d'André, par amour de la vérité, de foudroyer de son dédain les gens qui avaient l'air de croire qu'Albertine était d'une basse extraction. Comment? C'est tout ce qu'il y a de mieux. Ce sont des Simonais avec un seul N. Certes, à cause du milieu où tout cela évoluait, où l'argent joue un tel rôle, et où l'élégance vous fait inviter mais non épouser, aucun mariage potable ne semblait pouvoir être pour Albertine la conséquence utile de la considération si distinguée dont elle jouissait et qu'on n'eût pas trouvée compensatrice de sa pauvreté. Mais, même à eux seuls, et n'apportant pas l'espoir d'une conséquence matrimoniale, ces succès excitaient l'envie de certaines mères méchantes, furieuses de voir Albertine être reçue comme l'enfant de la maison par la femme du régent de la banque, même par la mère d'André, qu'elle connaissait à peine. Aussi disait-elle à des amis communs d'elle et de ces 2 dames que celle-ci serait indignée si elle savait la vérité, c'est-à-dire qu'Albertine racontait chez l'une et vice-versa tout ce que l'intimité, où on l'admettait imprudemment, lui permettait de découvrir chez l'autre, 1000 petits secrets qu'il eût été infiniment désagréable à l'intéressé de voir dévoilés. Ces femmes envieuses disaient cela pour que cela fût répété et pour brouiller Albertine avec ses protectrices. Mais ces commissions, comme il arrive souvent, n'avaient aucun succès. On sentait trop la méchanceté qui les dictait, et cela ne faisait que faire mépriser un peu plus celle qui en avait pris l'initiative. La mère d'André était trop fixée sur le compte d'Albertine pour changer d'opinion à son égard. Elle la considérait comme une malheureuse, mais d'une nature excellente et qui ne savait qu'inventer pour faire plaisir. Si cette sorte de vogue qu'avait obtenue Albertine ne paraissait devoir comporter aucun résultat pratique, elle avait imprimé à l'ami d'André le caractère distinctif des êtres qui, toujours recherchés, n'ont jamais besoin de s'offrir. Caractère qui se retrouve aussi pour des raisons analogues à une autre extrémité de la société chez des femmes d'une grande élégance, et qui est de ne pas faire montre des succès qu'ils ont, de les cacher plutôt. Elle ne disait jamais de quelqu'un « il a envie de me voir ».
parlait de tous avec une grande bienveillance, et comme si ce fût elle qui eût couru après, rechercher les autres. Si on parlait d'un jeune homme qui, quelques minutes auparavant, venait de lui faire en tête-à-tête les plus sanglants reproches parce qu'elle lui avait refusé un rendez-vous, bien loin de s'en vanter publiquement ou de lui en vouloir, à lui, elle faisait son éloge. C'est un si gentil garçon. Elle était même ennuyée de tellement plaire, parce que cela l'obligeait à faire de la peine, tandis que par nature, elle aimait à faire plaisir. Elle aimait même à faire plaisir, au point d'en être arrivée à pratiquer un mensonge spécial à certaines personnes utilitaires, à certains hommes arrivés. Existant d'ailleurs à l'état embryonnaire chez un nombre énorme de personnes, ce genre d'insincérité consiste à ne pas savoir se contenter pour un seul acte de faire, grâce à lui, plaisir à une seule personne. Par exemple, si la tante d'Albertine désirait que sa nièce l'accompagnât à une matinée peu amusante, Albertine, en s'en rendant, aurait pu trouver suffisant d'en tirer le profit moral d'avoir fait plaisir à sa tante. Mais, accueillie gentiment par les maîtres de la maison, elle aimait mieux leur dire qu'elle désirait depuis si longtemps les voir, qu'elle avait choisi cette occasion et sollicité la permission de sa tante. Cela ne suffisait pas encore. À cette matinée se trouvait une des amies d'Albertine qui avait un gros chagrin. Albertine lui disait « Je n'ai pas voulu te laisser seule. J'ai pensé que ça te ferait du bien de m'avoir près de toi. Si tu veux que nous laissions la matinée, que nous allions ailleurs, je ferai ce que tu voudras. Je désire avant tout te voir moins triste. » Ce qui était vrai aussi, du reste. Parfois, il arrivait pourtant que le but fictif détruisait le but réel. Ainsi, Albertine, ayant un service à demander pour une de ses amies, allait pour cela voir une certaine dame. Mais arrivée chez cette dame, bonne et sympathique, la jeune fille, obéissant à son insu au principe de l'utilisation multiple d'une seule action, trouvait plus affectueux d'avoir l'air d'être venue seulement à cause du plaisir qu'elle avait senti, qu'elle éprouverait à revoir cette dame. Celle-ci était infiniment touchée qu'Albertine eût accompli un long trajet par pure amitié. En voyant la dame presque émue, Albertine l'aimait encore davantage. Seulement, il arrivait ceci. Elle éprouvait si vivement le plaisir d'amitié pour lequel elle avait prétendu mensongèrement être venue, qu'elle craignait de faire douter la dame de ses sentiments en réalité sincères si elle lui demandait le service pour l'amie. La dame croirait qu'Albertine était venue pour cela, ce qui était vrai, mais elle conclurait qu'Albertine n'avait pas de plaisir désintéressé à la voir, ce qui était faux, de sorte qu'Albertine repartait sans avoir demandé le service. Comme les hommes qui ont été si bons avec une femme dans l'espoir d'obtenir ses faveurs qu'ils ne font pas leur déclaration pour garder à cette bonté un caractère de noblesse. Dans d'autres cas, on ne peut pas dire que le véritable but fût sacrifié au but accessoire et imaginé après coup, mais le premier était tellement opposé au second que si la personne qu'Albertine attendrissait en lui déclarant l'un avait appris l'autre, son plaisir se serait aussitôt changé en la peine la plus profonde. La suite du récit fera beaucoup plus loin mieux comprendre ce genre de contradiction. Disons, par un exemple emprunté à un ordre de fait tout différent, qu'elles sont très fréquentes dans les situations les plus diverses que présente la vie. Un mari a installé sa maîtresse dans la ville où il est en garnison. Sa femme, restée à Paris, est à demi au courant de la vérité, se désole, écrit à son mari des lettres de jalousie. Or, la maîtresse est obligée de venir passer un jour à Paris. Le mari ne peut résister à ses prières de l'accompagner et obtient une permission de 24 heures. Mais comme il est bon et souffre de faire de la peine à sa femme, il arrive chez celle-ci, lui dit, en versant quelques larmes sincères, qu'affolé par ses lettres, il a trouvé le moyen de s'échapper pour venir la consoler et l'embrasser.
Il a trouvé ainsi le moyen de donner, par un seul voyage, une preuve d'amour à la fois à sa maîtresse et à sa femme. Mais si cette dernière apprenait pour quelle raison il est venu à Paris, sa joie se changerait sans doute en douleur. À moins que voir l'ingrat ne la rendît malgré tout plus heureuse qu'il ne l'a fait souffrir par ses mensonges. Parmi les hommes qui m'ont paru pratiquer avec le plus de suite le système des fins multiples, se trouve M. de Norpois. Il acceptait quelquefois de s'entremettre entre deux amis brouillés, et cela faisait qu'on l'appelait le plus obligeant des hommes, mais il ne lui suffisait pas d'avoir l'air de rendre service à celui qui était venu le solliciter. Il présentait à l'autre la démarche qu'il faisait auprès de lui comme entreprise non à la requête du premier, mais dans l'intérêt du second. Ce qu'il persuadait facilement à un interlocuteur suggestionné d'avance par l'idée qu'il avait devant lui le plus serviable des hommes. De cette façon, jouant sur les deux tableaux, faisant ce qu'on appelle en termes de coulisses de la contrepartie, il ne laissait jamais courir aucun risque à son influence, et les services qu'il rendait ne constituaient pas une aliénation, mais une fructification d'une partie de son crédit. D'autre part, chaque service, semblant doublement rendu, augmentait d'autant plus sa réputation d'ami serviable. Et encore, d'ami serviable avec efficacité, qui ne donne pas des coups d'épée dans l'eau, dont toutes les démarches portent, ce que démontrait la reconnaissance des deux intéressés. Cette duplicité dans l'obligeance était, et avec des démentis comme en toute créature humaine, une partie importante du caractère de M. de Norpois. Et souvent, au ministère, il se servit de mon père, lequel était assez naïf, en lui faisant croire qu'il le servait. Plaisant plus qu'elle ne voulait, et n'ayant pas besoin de claironner ses succès, Albertine garda le silence sur la scène qu'elle avait eue avec moi auprès de son lit, et qu'une laide aurait voulu faire connaître à l'univers. D'ailleurs, son attitude dans cette scène, je ne parvenais pas à me l'expliquer. Pour ce qui concerne l'hypothèse d'une vertu absolue, hypothèse à laquelle j'avais d'abord attribué la violence avec laquelle Albertine avait refusé de se laisser embrasser et prendre par moi, et qui n'était du reste nullement indispensable à ma conception de la bonté, de l'honnêteté foncière de mon ami, je ne laissais pas de la remanier à plusieurs reprises. Cette hypothèse était tellement le contraire de celle que j'avais bâtie le premier jour où j'avais vu Albertine. Puis tant d'actes différents, tous de gentillesse pour moi, une gentillesse caressante, parfois inquiète, alarmée, jalouse de ma prédilection pour André, baignait de tous côtés le geste de rudesse par lequel, pour m'échapper, elle avait tiré sur la sonnette. Pourquoi donc m'avait-elle demandé de venir passer la soirée près de son lit? Pourquoi parlait-elle tout le temps le langage de la tendresse? Sur quoi repose le désir de voir un ami, de craindre qu'il vous préfère votre ami, de chercher à lui faire plaisir, de lui dire romanesquement que les autres ne sauront pas qu'il a passé la soirée auprès de vous, si vous lui refusez un plaisir aussi simple, et si ce n'est pas un plaisir pour vous? Je ne pouvais croire tout de même que la vertu d'Albertine allât jusque-là, et j'en arrivais à me demander s'il n'y avait pas eu à sa violence une raison de coquetterie, par exemple une odeur désagréable qu'elle aurait cru avoir sur elle et par laquelle elle eut craint de me déplaire, ou de pusillanimité. Si par exemple elle croyait, dans son ignorance des réalités de l'amour, que mon état de faiblesse nerveuse pouvait avoir quelque chose de contagieux par le baiser. Elle fut certainement désolée de n'avoir pu me faire plaisir, et me donna un petit crayon d'or. Par cette vertueuse perversité des gens qui, attendris par votre gentillesse, et ne souscrivant pas à vous accorder ce qu'elles réclament, veulent cependant faire en votre faveur autre chose. Le critique,
dont l'article flatterait le romancier, l'invite à la place à dîner. La duchesse n'emmène pas le snob avec elle au théâtre, mais lui envoie sa loge pour un soir où elle ne l'occupera pas. Tant ceux qui font le moins et pourraient ne rien faire sont poussés par le scrupule à faire quelque chose. Je dis à Albertine qu'en me donnant ce crayon, elle me faisait un grand plaisir, moins grand pourtant que celui que j'aurais eu si le soir où elle était venue coucher à l'hôtel, elle m'avait permis de l'embrasser. Cela m'aurait rendu si heureux. Qu'est-ce que cela pouvait vous faire? Je suis étonnée que vous me l'ayez refusé. Ce qui m'étonne, me répondit-elle, c'est que vous trouviez cela étonnant. Je me demande quelle jeune fille vous avez pu connaître pour que ma conduite vous ait surpris. Je suis désolée de vous avoir fâché, mais même maintenant, je ne peux pas vous dire que je trouve que j'ai eu tort. Mon avis est que ce sont des choses qui n'ont aucune importance. Et je ne comprends pas qu'une jeune fille, qui peut si facilement faire plaisir, n'y consente pas. Entendons-nous, ajoutai-je pour donner une demi-satisfaction à ses idées morales, en me rappelant comment elle et ses amis avaient flétri l'amie de l'actrice Léa. Je ne veux pas dire qu'une jeune fille puisse tout faire et qu'il n'y ait rien d'immoral. Ainsi, tenez, ces relations dont vous parliez l'autre jour à propos d'une petite qui habite Balbec et qui existerait entre elle et une actrice, je trouve cela ignoble, tellement ignoble que je pense que ce sont des ennemis de la jeune fille qui auront inventé cela et que cela n'est pas vrai. Cela me semble improbable, impossible. Mais se laisser embrasser, et même plus, par un ami, puisque vous dites que je suis votre ami, vous l'êtes. Mais j'en ai eu d'autres avant vous. J'ai connu des jeunes gens qui, je vous assure, avaient pour moi tout autant d'amitié. Eh bien, il n'y en a pas un qui aurait osé une chose pareille. Ils savaient la paire de calottes qu'ils auraient reçue. D'ailleurs, ils n'y songeaient même pas. On se serrait la main bien franchement, bien amicalement, en bons camarades. Jamais on n'aurait parlé de s'embrasser, et on n'en était pas moins amis pour cela. Allez, si vous tenez à mon amitié, vous pouvez être content, car il faut que je vous aime joliment pour vous pardonner. Moi, je suis sûre que vous vous fichez bien de moi. Avouez que c'est Andrée qui vous plaît. Au fond, vous avez raison, elle est beaucoup plus gentille que moi, et elle est ravissante. Ah, les hommes! Malgré ma déception récente, ces paroles si franches, en me donnant une grande estime pour Albertine, me causaient une impression très douce. Et peut-être cette impression eut-elle plus tard pour moi de grandes et fâcheuses conséquences. Car ce fut par elle que commença à se former ce sentiment presque familial, ce noyau moral qui devait toujours subsister au milieu de mon amour pour Albertine. Un tel sentiment peut être la cause des plus grandes peines, car pour souffrir vraiment par une femme, il faut avoir cru complètement en elle. Pour le moment, cet embryon d'estime morale, d'amitié, restait au milieu de mon âme, comme une pierre d'attente. Il n'eût rien pu, à lui seul, contre mon bonheur, s'il fût demeuré ainsi, sans s'accroître, dans une inertie qu'il devait garder l'année suivante, et à plus forte raison pendant ces dernières semaines de mon premier séjour à Balbec. Il était en moi comme un de ces hôtes qu'il serait malgré tout plus prudent qu'on expulsât, mais qu'on laisse à leur place, sans les inquiéter, tant les rendent provisoirement inoffensifs leur faiblesse et leur isolement au milieu d'une âme étrangère.